Merci et bonjour à vous de nous prendre en marche à Presse Éco, la tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos hommes des médias, nos analystes. Avec donc eux, nous reparlons des sujets qui ont marqué l'actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets au plan national essentiellement politiques, mais aussi d'autres sujets sociaux. D'abord, on commence par ces démissions à l'UPC, l'Union pour le progrès, l'Union pour le progrès, le changement a connu une valse, en tout cas, de démission de certains de ses cadres au Cadego notamment, avec un nom bien connu, Nathanaël Ouedraogo, qui est donc parti. Et nous allons également parler politique avec ses candidats, 13 au total, retenus par la CENI, en attendant bien sûr les possibilités de recours au Conseil constitutionnel sur les 23 qui s'étaient présentés. Nous allons revenir sur cette actualité. Et puis enfin, dernier sujet au plan national, c'est cette affaire de la mosquée de Pazani. Le gouvernement a pris des mesures, disons, a pris des décisions. Nous allons donc revenir sur ça. Et puis en international, c'est le Mali où Moussa, Soumaïla Cissé, a été donc tout simplement libéré par ses ravisseurs, également d'autres otages français et d'autres nationalités européennes. Nous allons évoquer ces sujets-là avec mes invités sur ce plateau. Serge Atiana Oulon. Serge Atiana Oulon est le directeur de publication de l'événement. Merci Serge d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin Konsebo. Évariste Faustin Konsebo est chroniqueur média. Il est le président du Cercle de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et juste à la gauche d'Évariste, André-Eugène Ilboudo. Il est le directeur de la radio des écoles. Enfin, dernier invité, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est donc avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. On commence donc avec notre sujet. Le sujet, il s'agit des démissions à l'UPC. Qu'est-ce qui ne va pas dans le parti du Lion, comme on dit, avec cette démission? Il y a eu les premières démissions de certains cadres, en tout cas de la fédération provinciale. Et puis après, c'est la démission de Nathanaël Ouedraogo, qui est quand même un poids lourd de ce parti. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Est-ce que déjà on avait vu que sur les listes, au moment de la confection des listes pour la province, pour les législatives, un certain nombre de cadres, en tout cas des têtes d'affiche de l'UPC n'avaient pas fait partie, dont Nathanaël Ouedraogo. Est-ce que c'est cela qui, la frustration qui a finalement conduit à son départ à Oulon? Non, à écouter le président du parti lui-même, il met ça sous le compte de la frustration, de la déception du fait que certains n'ont pas été reconduits pour les législatives à venir. Moi, je dis qu'il faut aller au-delà parce qu'il y a des lettres de démission qui ont fuité, il y a un certain nombre de problèmes énumérés. Parce que dans le lot de ceux, c'est vrai qu'il y a une fixation un peu sur Nathanaël Ouedraogo qui se trouve être conseiller municipal, par ailleurs un des adjoints du maire de Ouagadougou. Voilà, donc moi je dis qu'il faut peut-être aller au-delà de cette frustration dont en fait qu'avance en fait Zéphirin Diabré pour aller au-delà et se dit que peut-être qu'il y a un problème de fond qui est posé par rapport à la gouvernance et je crois que à la veille d'élection ça n'augure pas quelque chose de bon pour l'UPC parce que ça fragilise, quelle qu'en soit la situation, ça fragilise davantage la situation parce que dans le lot de ceux qui démissionnent, vous avez ceux qui n'ont pas été retenus, mais vous avez aussi des candidats qui sont sur la liste en fait pour les législatives à venir, qui décident de quitter, qui demandent à ce qu'on retire leur nom. Bon, quand c'est comme cela, je pense qu'il faut un peu plus de lucidité, un peu plus d'objectivité et regarder la situation en face et voir. Je pense à un certain Rwanda qui a démissionné, je crois qu'il figure sur la liste. Il y a une autre candidate, je crois une certaine Sanou, si je ne me trompe pas de nom. Dans tous les cas, ils sont sur la liste comme candidats retenus par le parti. Voilà, et qui demandent à ce qu'on retire leur nom. Je me dis, il y a de quoi quand même à s'inquiéter pour l'IPC parce que ça fragilise, c'est une faiblesse quand même qu'à la veille des élections, on ait ce genre de départ de candidats partants ou non partants pour une raison ou pour une autre. Je crois qu'il faut prendre la situation assez sérieusement. Alors, il y a quelque chose qui est un peu intriguant. Quand on regarde la lettre de démission de Nathanaël Ouedraogo, on ne voit pas des mises en cause du parti, des mises en cause du président, de la gestion en question. Il parle plutôt de ses valeurs morales. Il dit ici, cependant, pour l'amour du parti, je ne réunirai jamais mes valeurs morales et religieuses au risque de perdre mon âme.
Non, je crois que ce sont des formules diplomatiques parce que c'est le parti qui critique. Il va sacrifier ses valeurs morales au nom du parti. Je crois que c'est un peu ce qu'il dit. Ce sont des tournures diplomatiques par rapport à d'autres qui ont égratigné en fait le Zéphirin Diabré. Et je dis pour les démissions, il faut remonter au lendemain en fait des élections de 2015 où il y a eu cette première lettre assez critique contre la gouvernance du parti. Je pense à la lettre de Louis Arma Wali qui a quitté le parti au lendemain de 2014 parce que c'est pratiquement les mêmes problèmes qui reviennent par rapport à la question de la démocratie interne, la gestion du parti. Et après, il y a eu la vague des 13 députés qui sont partis. Je dis tout simplement que à la veille d'élection quand même, pour ce qui est jusque-là, la deuxième force politique du pays, je pense que Zéphirin Diabré fait peut-être une lecture peut-être un peu décalée de croire que c'est au compte de la fusilage. Parce que ceux qui partent, vous ne savez pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont contribuer à battre la campagne pour vous? Ceux qui sont restés. Qui ne battront pas la campagne, d'autant plus qu'ils sont partis. Et vous avez des gens qui sont là, voilà, parce que vous avez en quelque sorte, pour ceux qui sont sur les listes justement et qui partent, à la limite c'est du sabotage, parce qu'on vous retient pour une élection, on vous a forcé, on ne vous a pas forcé, on n'a attaché personne, c'est vous, vous avez conçu votre dossier, vous avez amené au niveau du parti, on vous retient et on valide les listes. La commission électorale, je crois, a validé les listes provisoires et on démissionne après, on avance un certain nombre de choses. Parce que quand c'est comme ça, c'est autre chose en quelque sorte, quoi. Et je dis, il faut aller au-delà. Maintenant, il y a ceux qui sont là, qui n'ont pas encore démissionné, dont on parle. Est-ce qu'ils vont rester? Ils vont baisser les bras, ils ne vont pas mouiller le maillot pour le parti, ou tout simplement, ils vont faire autre chose. Je pense que c'est une faiblesse quand même pour l'UPC, quoi. André Eugène Ilboudo, quel crédit on peut accorder à ces personnes-là qui démissionnent suite à des consultations pour des positionnements? Est-ce que quand on regarde à l'UPC, il y a une directive qui est claire là-dessus, qui organise la façon de procéder pour établir les listes? Nathaniel Ouedraogo, à ce qu'on sache, en tout cas à notre connaissance, il a été battu dans le Caderougo. Mieux, il ne s'est pas d'ailleurs présenté dans le Caderougo. Aux primaires qui ont permis d'établir la liste. Non, mais je crois qu'on se focalise sur son cas parce que comme il a si bien dit, il est troisième adjoint au maire et puis en tout cas, je crois qu'il est bien positionné dans le parti. Et si ça aurait été un simple militant qui aurait démissionné, je pense que ça ferait moins de vagues. Mais il faut mettre ça aussi. Les gens viennent en politique, c'est vrai pour cet amour de la patrie, mais je pense qu'ils aiment d'abord eux-mêmes avant la patrie, si on regarde comment les gens fonctionnent. Donc, voilà une personne qui arrive, qui est quand même une personnalité dans le parti et qui n'a pas été positionnée dans les législatives. S'il a été candidat et qui n'a pas été positionné, il estime que le parti ne lui rend pas la valeur qu'il représente dans le sein du parti. C'est pourquoi il démissionne. Et s'il démissionne, et si d'autres démissionnent, ça veut dire que quand tu es dans le parti et que tu as à un moment donné à la tête, tu as un bon positionnement dans le parti, tu draines derrière toi du monde. Et quand tu t'en vas, ceux que tu draines là estiment qu'ils doivent partir avec toi. Moi, je comprends les démissions, même ceux qui sont placés dans le parti, ceux qui sont placés dans les listes là, comme des gens qui vont aller avec eux. Il a évoqué la question des députés qui sont partis avant le départ de Wali, le départ d'Élysée. Bon, je crois qu'aujourd'hui, à la veille d'élections importantes comme ça, comme il a si bien dit, je pense que c'est assez difficile pour le parti, quel que soit ce qu'on puisse en dire, même si c'est un militant qui démissionne, même si c'est un militant de base qui démissionne, c'est une voix de moins pour le parti. N'en parlons pas des gens qui sont bien positionnés et certainement qui vont drainer du monde derrière eux. Bon, c'est vrai qu'on pense que souvent les politiques là n'ont pas beaucoup de monde derrière eux, mais je crois que on va attendre de voir parce que ça m'étonnerait que ce soit sans effet. D'accord, ben, qu'est-ce qu'on dit de ceux qui partent? Est-ce que là, on parle du parti qui pourrait peut-être ressentir les effets de ces départs, mais les personnes qui partent, quel est leur crédit réellement quand on est peut-être mauvais perdant? Non, mais attendez, vous venez en politique d'abord pour le parti, mais aussi les gars sont venus en parti, s'il a monté les échelons dans le parti jusqu'à être, je crois qu'il est vice-président, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait nous éclairer. En tout cas, il a une place importante dans le parti. Et les gens, en montant en grade dans le parti, estiment un jour peut-être être récompensés. Est-ce que justement, on marche sur les textes pour... parce que par le passé, on a vu que dans les partis, on plaçait des gens, on parlait de parachutage et tout ça. Aujourd'hui, vous avez des instances qui organisent des primaires et une personnalité du parti
vice-président qu'il est, n'arrive pas, par exemple, à battre ou tout simplement se retire de ce processus, est-ce que ça aussi, ça ne pose pas un problème de... Non, vous savez, ce qu'on a entendu, par exemple, de l'UPC, par exemple, quand tu voulais être candidat, en tout cas tête de parti, il fallait payer plus de 3 dizaines de millions pour être positionné. Mais je vais dire, par exemple, si vous avez... Après la présidentielle de 2015, j'imagine que si l'UPC était allé avec le pouvoir actuel et avait composé, comme certains partis ont débarqué avec le pouvoir actuel, avec armes et bagages, j'imagine qu'une personnalité du rang de Nathanaël allait avoir un poste important dans la gouvernance actuelle. Mais il est 3e adjoint au maire quand même, c'est pas rien de la commune. Bon, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il a voulu même être maire. Hein. Il a posé sa candidature pour être maire, il a été battu et après il a été 3e adjoint. Mais j'imagine qu'il pensait, en tout cas, avoir mieux que ça. D'accord. Moi, j'imagine que quand tu es une 2e, 3e dans un parti, si on doit placer les gens pour la gouvernance, le minimum que tu puisses t'en tirer, c'est peut-être directeur général d'une grosse boîte. Alors, maître, on est face à une situation sans penser que c'est là les motivations profondes, mais il reste que on a des cadres qui vont à des primaires dans les partis, selon les directives de ces partis. Une fois qu'ils ne sont pas, par exemple, retenus par la base, qui démissionnent et qui, par exemple, attendent qu'on trouve des moyens exceptionnels pour eux, etc. Est-ce que ça, l'UPC a pris le risque de faire de la démocratie ou est-ce que c'est réellement ce qu'il ne fallait pas faire? Il fallait s'adonner au parachutage, au compromis ou à la complaisance? Non, je crois que c'est plutôt une question de gouvernance. Hein. Si vous vous rappelez, dans le Kourouéoro, vers Boussela, il y a eu la démission d'un cadre du MPP là-bas. Parce qu'on a pris Alpha Bali pour mettre tête de liste. Et le démissionnaire a dit que lui, il ne va pas labourer pour que quelqu'un d'autre vienne récolter. Voilà. Là-bas, il y a eu des primaires qui ont porté, monsieur... je ne crois pas. Qui ont porté Alpha Bari. Je ne crois pas. Il est passé. Il y a eu des primaires. Il y a eu des primaires. Oui. Parce qu'il y a eu des... Alpha Bari a fait un travail pour voilà, recruter les gens. Il y a même eu des soutiens des gars du CDP. C'est pratiquement le cas aussi à l'UPC. À l'UPC, non, c'est différent, c'est un peu différent. Hein. Parce que si ce que j'ai appris est vrai, il paraît que la tête de liste de l'UPC dans le cas d'Yoro, c'est pratiquement une illustre inconnue. Un maire d'une commune rurale, là. Je ne sais pas si c'est Tanguy Dassoulou, mais c'est où? Le maire de Komsilga. Le maire de Komsilga. Mais il a les feuilles. Il paraît que la règle, c'est que pour être tête de liste, il fallait payer une 30aine de millions. 36. Ah bon, voilà, ok. Et tout le monde n'a pas... C'est écrit où cette information? Parce que moi j'ai les directives, je n'ai pas vu de millions là-bas. Ça, sans doute des règles... Le dossier, il coûte 100 000 francs. C'est sans doute des règles non écrites, hein, et ce n'est pas le seul parti. Il y a d'autres partis aussi où on a fixé des sommes, tête de liste, tant de francs, pour être seconde de liste, voilà, pour être suppléant, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des sommes qu'il faut payer. Et tout le monde n'avait pas les 36 millions pour payer, pour être tête de liste dans le cas d'Yoro. Alors que lui, qui a les 36 millions parce qu'il est homme d'affaires, il va payer et venir récolter ce que les autres ont fait comme travail de base. Mais j'aimerais qu'on soit un peu plus, parce qu'on qu'on soit plus objectif dans ce qu'on dit. Alors ici, M. Nathanaël Ouédraogo était candidat et s'est retiré par la suite. Donc on suppose qu'il avait donc payé les 36 millions, si c'est le cas. Non, peut-être qu'il n'avait pas les 36 millions. Parce qu'il a désisté. Ou bien peut-être, même s'il avait les 36 millions, il peut estimer que la procédure n'est pas démocratique, n'est pas adéquate. Parce que nous allons vers une plutocratie. Nous allons vers le gouvernement des riches. Dans beaucoup de partis, c'est comme ça. C'est des sommes qu'il faut payer pour être positionné en premier sur la liste. Une certaine somme aussi peut être positionnée deuxième, une certaine somme peut être positionnée troisième, une certaine somme peut être positionnée premier sur la liste d'attente, etc. Ça devient une plutocratie, ce n'est plus la démocratie. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir l'argent pour payer, mais qui, par révolte contre de telles procédures, refusent de participer à ce jeu-là. Parce que tel que nous allons maintenant, ce ne sera plus l'homme qu'il faut que les gens vont élire, mais les plus riches qui seront élus députés à l'Assemblée nationale et qui vont continuer à profiter de la structure de l'Assemblée nationale pour encore s'enrichir et travailler au maintien du système. Donc c'est vers ça maintenant que nous allons. Donc c'est un système qu'il faut purifier. Si nous voulons vraiment que notre démocratie, un jour, ne sombre pas dans le vide. Alors, on va retenir par exemple que le principe des primaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit au niveau de l'UPC comme du MPP. Par exemple, au MPP, au Bazega, le ministre de l'eau, Niouga par exemple, Alphonse Niouga n'a pas été retenu, il a été battu. Ambroise Niouga, pardon, il a été battu par un primaire. Dans le Gourma, le ministre Idani des Mines a été battu au primaire. Mais c'est aussi des ministres et des personnalités.
Oui, non, ça c'est... C'est pas une question... Ça c'est une bonne chose. Là aussi, on ça, va parler d'argent, ils ont payé des millions. Maintenant, monsieur Loukman, le problème qui se pose ici, là, c'est pas le problème d'être battu ou de ne pas être battu. C'est une question de principe. Il y en a qui peuvent ne pas accepter le fait qu'on pose des sommes d'argent si élevées pour être candidat. Mais monsieur Nathanaël, encore moins tous les autres, personne n'a dit ça dans leur correspondant. D'autres ont été plus acerbes, ont critiqué la gouvernance, mais personne n'a parlé. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui restent des cuisines internes. On n'a pas vraiment... Voilà. On n'a pas mais monsieur Loukman, de cela. Vous êtes journaliste d'investigation. Investiguez, faites votre travail. Et peut-être que vous allez mieux nous éclairer. D'accord. En tout cas, les directives sont là, mais ne mentionnent pas des millions. Il y a des choses qu'on ne mentionne pas, mais nous ne pouvons spéculer que sur les choses qu'on mentionne. Et quand c'est vrai, j'étais étonné parce que j'ai sous mes yeux la directive portant modalité de désignation des candidats de l'UPC, mais nulle part ailleurs, je n'ai vu ces sommes astronomiques dont Maître fait état. Mais c'est vrai que moi... Mais c'est vrai que pour la présidentielle, le dossier, c'est... Si on veut être candidat pour la présidentielle, c'est 2 millions qu'on dépose, qui ne sont pas remboursables. Et quand c'est pour les législatives, c'est 100 000 francs. Ça, c'est écrit dans les Ce sont des lois qui documents. ont été prises, votées par les députés de la représentation nationale. Moi, là-dessus, je n'ai rien à dire. C'est des élus que les Burkinabés, comme vous et moi, ont contribué à élire pour la gestion de notre pays. Donc, ils ont mandat d'agir. Donc, moi, sur ce plan, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Maintenant, c'est vrai que la lecture que moi j'en fais de tout ce qui se passe actuellement à l'UPC, je divise ça en 2 étapes. La première étape, juste au lendemain des élections, les cas donc de M. Wali, les 13 députés et même Élysée, ça résultait plutôt d'une divergence de stratégie avec donc la direction donc, du parti. Parce que ceux-là que j'ai cités étaient partisans d'une collaboration avec donc, le MPP. Et au niveau donc du BPN, de l'UPC, ce n'était pas la même vision. Et ce sont ces dissensions-là qui ont évolué jusqu'à la situation que nous avons connue. Maintenant, revenons donc pour ce cas précis, donc, concernant donc les listes électorales qui ont donc fait des joutes. Vous avez bien rappelé que ça se passe dans les autres pays, dans les autres partis. Effectivement, même au sein même du MPP. Je ne suis pas sûr que M. Clément Sawadogo soit content parce qu'il n'a pas été bien positionné, parce que c'est aussi une question de frustration. Il n'est pas candidat. Non, il a essayé de conduire la liste de Kadjogo, mais il n'est pas passé. Donc maintenant, il s'est retiré. C'est une frustration. Mais maintenant, vous savez, quand vous êtes du parti majoritaire et que vous êtes donc appelé à la table, ben écoutez, si vous crachez dans la soupe, on vous met dehors. Vous quittez la table. C'est ce qui fait que au niveau du MPP, beaucoup de gens sont frustrés mais ne peuvent pas quitter. Parce que s'ils quittent, le parti a des moyens de pression. Ce qui n'est pas le cas. C'est vrai, au CDP, il y a eu aussi des cas Mélégué et puis Jean de Dieu Somda. Donc ça existe en fait dans tous les partis. Maintenant, pour l'UPC, il faut revenir. C'est un principe de vote. Et effectivement, M. Nathanaël a candidaté au titre de la province de Kadjogo avec M. Issouf. Compaoré. Non, Issouf Nikema, qui est le maire. Il s'est désisté parce que, effectivement, ces élections, c'est visible. Et il a dit que M. Issouf avait l'âge de son fils, je pense 33 ans, je ne sais pas, et que, bon, effectivement, il désistait à la faveur des jeunes. Et effectivement, il faut se souvenir que la directive de l'UPC valorise 3 points, notamment la visibilité des femmes et des jeunes, la responsabilité financière, la capacité financière justement des candidats, et aussi il y a un principe de précaution contre le nomadisme, parce qu'il tire effectivement les conséquences de ce qui s'est passé. Et il y a même, quand vous candidatez, vous devez signer même des accords devant le notaire. Donc, effectivement, vous avez été battu, vous êtes désisté. Il n'y a plus rien à dire. C'est la démocratie, c'est la loi de la démocratie aussi là-dessus. Donc maintenant qu'on vienne dire qu'il y a d'autres problèmes, moi je ne sais pas. Les autres cas qu'on a cités, c'est un problème de classement. Les dames, il y a une dame et un autre que j'ai lu, ils disent qu'ils ont été mal classés. Donc c'est quoi? Si vous êtes mal classé, vous êtes frustré. Donc ça nous ramène toujours à cette question. Mais bon, c'est aussi la démocratie. Non, moi je pense que, parce que comme vous l'avez rappelé, mais bon, apparemment dans nos interventions, parce que dans la lettre de Nathanaël, puisqu'on parle de lui, nulle part il n'a fait cas des élections. C'est Zéphirin Diabré qui, dans ses explications interpellées par les journalistes, qui estime, c'est lui qui pense que Nathanaël peut-être est parti parce qu'il a été mal positionné. Mais moi je dis, faisons pas de fixation en fait sur le cas Nathanaël. La lecture, essayons de voir de façon globale par rapport à cette vague de démission, parce que c'est une vague, qu'on le veuille ou non.
que par rapport à l'appareil politique de l'UPC pour ces élections-là, je dis, ça n'augure pas quelque chose de bon. Est-ce que, par exemple, il faut aller au-delà. Quand on regarde le poids, par exemple, de ceux qui démissionnent, est-ce que ça peut réellement ébranler les bases de l'UPC? Vous perdez au lendemain de 2015, parce qu'il faut aller au-delà. Même si vous prenez Nathanaël Ouedraogo, il a été élu conseiller municipal. Je suppose que rien que dans son arrondissement, il faut avoir quelques milliers de voix pour se faire élire conseiller municipal. Si vous allez au-delà de ça, par rapport à son positionnement au niveau du parti politique, ça veut dire qu'il draine un certain nombre de personnes. Mais si on fait l'analyse au-delà de la personne de Nathanaël, puisqu'il y a d'autres vagues de démissions dans ce laps de temps, et qu'on intègre en fait les 13 députés Élysée Kiemde Wali, je vous dis, c'est quand même des milliers de voix que le parti perd. Parce que d'une manière ou d'une autre, pour se faire élire, au minimum, je sais que sur les circonscriptions, en dehors du Kourouégo, Bouché, où c'est la seule ville, si sauf erreur de ma part, où on peut se faire élire député avec 4 000 voix, toutes les autres villes du Burkina, c'est au minimum 10 000 voix. Or, on sait comment, sous nos cieux, les votes se font. C'est généralement sur la base de la personne, les leaderships locaux, sur la base de l'ethnie et sur la base de l'argent. Donc, si vous enlevez ces éléments, je ne sais pas comment l'UPC aujourd'hui, on peut comparer la machine électorale de l'UPC de 2015 à 2020. Parce que vous prenez des localités, je ne pense pas que si nous étions les leaders locaux, vous prenez Sendou par exemple, je ne pense pas que nous étions peut-être l'apport de Lona Charles Ouattara, il a été élu député UPC différent je ne pense pas que quelqu'un connaisse Différent Diabré là-bas. Et vous voyez, en fait, c'est pour cela que je dis, c'est une perte. Je pense que l'analyse, il faut avoir une certaine lucidité. Voilà, et se dire qu'il ne faut pas banaliser. Parce que, comme il a dit, comme André Eugène Illouga, même si c'est un seul militaire, c'est une voix que vous perdez et ça peut vous coûter. Dans le cas de Nathanaël ou de d'autres, quand par exemple c'est des primaires, ce sont des primaires qui sont organisées et que la base désigne quelqu'un d'autre, est-ce que la base appartient à l'individu qui parle ou la base appartient au parti? Non, mais ça c'est un autre débat que vous posez. Ça veut dire que sur ces questions-là, ce sont les convictions et la qualité des hommes politiques qui animent les appareils, les partis politiques. Je pense que le débat peut se mener à ce niveau. Sinon, autre chose, comme il a dit au MPP, il y a des frustrations, mais les gens ne partent pas. Il y a certains qui sont partis, il y a des gens qui ont compris, par exemple, je sais qu'au MPP, il y a des candidats qui ont flairé, qui ont vu que tel que ça se passe, si on organise les primaires, ils ne passeront pas. Ils sont allés sous la bannière de parti de la majorité présidentielle. Et le discours, c'est de dire, on n'est pas contre Roch-Marc Christian Kabouré, mais nous, on est candidat pour les législatives. Et on l'a vu. D'accord. Alors, moi, j'ai retiré la parole, je n'ai même pas pu m'exprimer. Donc, le débat doit être interactif, ça permet de faire jaillir. Bon, ceci étant, n'ayant pas une boule de cristal, moi je demeure convaincu que ces choix, en fait, concernant le cas de l'UPC, c'est que l'analyse que j'ai pu donner, on a valorisé donc la base, c'est la base qui devait décider. Alors dans cette logique, si on a permis à la base donc de choisir ses candidats, visiblement, d'ici le 22, nous aurons donc les résultats et nous saurons si l'UPC a eu un recul par rapport aux échéances passées. Alors, oui, c'était pour si vous étiez par exemple à la place d'un Différent Diabré ou chef de parti, vous avez votre base, vous avez des primaires qui est un mécanisme vraiment démocratique et que bon, il arrive que des cadres, même qui sont bien sûr des têtes d'affiche, n'arrivent pas à faire le choix ou à être le choix de la base. Comment vous faites? Non, moi je ne suis pas... Est-ce que vous les imposez ou vous suivez la base? Moi je ne suis pas électoraliste. Je ne suis pas pour les mouvements, pour entraîner des gens, non. Vous êtes putschiste alors? Moi, je suis sur la base des convictions. Et les convictions sont fermes et solides et difficilement malléables. Or, ici, nous avons des partis électoralistes. Cela dit, il faut dire que ces départs-là, ça peut fragiliser l'UPC, c'est vrai, mais ça dépend de la stratégie politique de l'UPC. Rappelez-vous que Abdoulaye Wade, par exemple, quand il a fondé son parti, le PDS, ils étaient 4. Tout le monde a démissionné avec le temps. Il y a eu beaucoup de démissions. Mais malgré tout, il a conquis le pouvoir en 2000. Et qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que ça voudrait dire que, comme on dit, un partant, deux d'entre eux? Non, ça dépend de la détermination du leader et de sa vision. C'est lui qui a amené le terme SOPI, changement là. C'est ça, oui. Abdoulaye Wade s'est toujours battu. Malgré les départs, il fait beaucoup d'autres entrées. Les Macky Sall, les Idrissa Seck, etc. Donc, autant certains partaient, les fondateurs, autant d'autres renflouaient le parti. C'est pour ça que je dis que ça dépend de la stratégie de l'UPC. Ça peut fragiliser l'UPC pour les élections à venir. Mais si le leader a une bonne stratégie, ça peut au contraire le renforcer pour le futur. Parce qu'on remarque qu'à l'UPC, c'est comme s'il y a peut-être une innovation ou une volonté de faire de la démocratie. Du côté de Bobo également, c'était le même cas. Dans le Oué, les députés Zerbo Moussa et Sanou Mamadou, par exemple, n'ont pas été aussi choisis par la base. Oui, mais monsieur Loukman, au profit de d'autres personnes. Oui, mais c'est tout à fait normal. On ne fait pas de réforme, n'est-ce pas, sans conséquence. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut assumer. Il
faut assumer. C'est pour ça que je dis que ça dépend de la stratégie que l'UPC a adoptée pour la conquête du pouvoir. C'est une stratégie de conquête immédiate du pouvoir. Là, ça le fragilise un peu pour les élections à venir. Mais si c'est une stratégie solide de conquête du pouvoir, au contraire, ça peut renforcer la démocratie au sein de l'UPC et que chacun voit clair. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Wade, qui s'est battu contre tout le monde depuis la création de son parti en 1974, je crois, non? Senghor était toujours président, et il est parvenu au pouvoir. Donc c'est pour vous dire... Non, moi je pensais que, en regardant, vous avez fait bien de rappeler encore d'autres partis, d'autres personnes qui n'ont pas été bien positionnées. Encore, moi je demeure convaincu que quand les gens viennent en politique, c'est vrai que ils devraient s'occuper de tout le monde. Mais les gens aussi viennent pour leur propre ego. Et si votre garde rapprochée, quand même, part à un moment donné, il faut se poser des questions. Encore une fois, je voyais des militants de la Trump, des Nathanaël, ou bien des députés qui sont partis, comme on l'a si bien rappelé, ils ont du monde derrière eux. Et on ne peut pas passer par perte de profit, dire bon... Et quand on ne peut pas se faire élire dans sa circonscription, quel est ce monde qui est derrière? Non. Quand on a du monde, on est élu. Normalement, on est en démocratie, dans des primaires. Quand on a du monde, on est élu. Si vous avez suivi... Oui, comment ça se passe? Non, si vous avez suivi la façon dont les gens se sont positionnés dans les partis, malheureusement, ce que l'on évite dans le code électoral, dans la question de la corruption électorale, ça s'est passé à ciel ouvert dans les partis. Les gens ont acheté des voix, les gens ont donné, l'argent a circulé comme on dit. Et donc, tu prends l'argent et tu me votes. Et je ne suis pas sûr... La qualité des gens qui ont été positionnés, je ne mettrai pas ma main dans le feu pour dire que ce sont les meilleurs candidats qui ont été positionnés. Mais si les gens ne sont pas arrivés à se faire positionner, moi je dirais dans un parti, il y a des gens, forcément, si ces personnes-là décident eux-mêmes de dire je me retire, par exemple le président du MPP, il a dit que moi je ne me présente pas. Donc il n'était pas candidat, on ne l'a pas voté. Mais si des gens, si vous faites partie de la garde rapprochée du parti, et qu'à un moment donné, on vous écarte, mais ce sont des humains. Ils vont être... Est-ce qu'on a écarté? Non, parce que... Quand on regarde un peu, là, je lis un peu rapidement, la procédure de désignation des candidats des listes provinciales. On dit que l'article 21, une fois les... ça c'est à l'UPC. Une fois les candidats déclarés, les candidats se concèdent sous l'égide de la CCE, donc c'est la commission en charge des consultations électorales, pour aboutir à une liste consensuelle. Si la conférence provinciale donc échoue à obtenir un consensus, on procède à des primaires lors de la rencontre. Quelque part, il est dit que tout militant a le droit de pouvoir se présenter aux primaires. Mais ce que vous n'avez pas... Quand on est dans la directive du parti... Mais quand on est battu ou quand on désiste, est-ce que là, on peut dire qu'on a été écarté? Bon, peut-être sur le plan formel, non. D'accord. Mais bon, attendons de voir. Merci, on va continuer. Juste un mot, quoi. Non, oui. C'est pour vous dire, on peut ne pas être populaire dans sa circonscription, mais être populaire au niveau national. Et ça aussi, ça joue sur les partis. Je peux prendre un exemple. Quand Kizerbo était là, au temps du MLN, Mouvement de Libération Nationale, il fut un temps où Kizerbo était beaucoup plus populaire dans ma province que dans sa propre province. D'accord, merci. On va continuer pour parler des candidats à la présidentielle. On a vu, hein, tout a été suffisamment dit. 23 au départ, 9 ont été donc recalés, 14 ont été donc maintenus sur la liste provisoire, on va dire comme ça, puisqu'il y a un recours qui est ouvert, et un contentieux pardon, qui est ouvert, et ceux qui voudraient donc contester des candidats en étant sur la liste des retenus ou en étant donc tout simplement éliminés peuvent le faire auprès du Conseil constitutionnel. Donc on attend de confirmer tout ça, mais pour commencer, Maître, quelle est votre analyse par rapport à cette liste-là? Mais c'est ce que j'avais dit la dernière fois ici. J'ai dit que tout le monde, tous ceux qui veulent, peuvent déposer leur dossier de candidature. C'est ce que j'ai dit. Et normalement, il y a une commission de requêtes qui examine pour voir quels sont les dossiers qui sont recevables et quels sont les dossiers qui sont irrecevables. Et la procédure continue. Et il faut permettre à tout le monde, tous ceux qui aspirent à être candidats, de pouvoir déposer leur dossier. Et ce n'est pas au moment du dépôt qu'il faut rejeter les gens. D'accord. Mais quand on regarde un peu après le balai qui a été fait, on remarque que quand même il y a
les gens ont été tout simplement en manque de certains dossiers ou de certaines conditions qu'ils n'ont pas pu remplir. Quand on n'a pas sa carte d'électeur, par exemple, quand on n'a pas la caution, par exemple, quand on n'a pas l'âge, par exemple. Ça traduit le manque de... Quand on n'a pas quand on n'a pas sa carte d'électeur, là, ça traduit un peu un manque de sérieux. Est-ce que vous avez vu? Quand on n'a pas la caution, ça, c'est autre chose. Ça peut être une certaine révolte contre la caution. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas l'argent pour payer. La personne peut avoir l'argent et puis décider de ne pas payer pour attirer l'attention sur ce fait-là. Quand on n'a pas l'âge, c'est la même chose. C'est une possibilité de remettre en cause l'âge pour être candidat à la présidentielle. Et moi, je suis d'accord, je ne suis pas pour le maintien de l'âge pour être candidat à la présidentielle. Surtout, on limite à 75 ans. Il y en a qui commencent à donner le meilleur d'eux même après 75 ans. Hein? Et puis on dit à 35 ans, avant 35 ans, tu peux être candidat. Mais il y a des gens qui, Thomas Sankara était président ici avant 35 ans. Et il a fait de belles choses. Il n'a pas été élu. Oui, mais il est venu par les armes. Chaque circonstance. Ouais, avec les armes, on ne respecte plus le droit. On a vu, n'est-ce pas, en chose, dans l'Asie, vers l'Ukraine, etc., là, des présidents qui ont été élus, à moins de ça. L'actuel premier ministre l'Autriche. Même en Scandinavie, là, elle a moins de choses, elle n'a pas cet âge, même en Australie, je crois. Là. Ouais. Donc c'est pour dire que pour les âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. D'accord. Voilà. Et de même, il y a des gens, au Brésil, il y a Tancredo Neves, avait été élu président à 89 ans. Ouais. D'accord. Il est décédé après. Mais la limite d'âge, ça n'a pas de raison d'être dans une élection présidentielle. D'accord. André Jean. Écoutez, souhaitons... C'est encore les mêmes qui reviennent? Oui, non. On peut souhaiter ceux qui ont retenu pour le moment bon vent, mais je dois dire que ceux qui ont été battus, ceux qui ont été recalés, si vous regardez, il y a 5 motifs de rejet de leur candidature. La première, c'est le parrainage. Le deuxième, c'est la caution. Manque de CNIB, et Maître a dit que manque de CNIB ou carte d'électeur. Carte d'électeur. CNIB, je comprends, mais carte d'électeur, tu veux être président et toi, tu ne peux même pas te voter toi-même. Ça veut dire que même s'il y avait une seule voix, c'est la tienne. Non, tu n'as même pas de carte d'électeur, ça veut dire que tu ne peux même pas te voter toi-même. Moi, j'ai trouvé que c'était un plaisantin. Les gens se moquent de nous. Et puis, en fin de compte, c'est l'âge. Je suis foncièrement contre la caution parce qu'il faut la remodeler ou une autre chose. Moi, je pense qu'il faut... J'avais cru que NAB, d'ailleurs, allait nous aider à remballer ça proprement. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est le code électoral. Oui, mais c'est lui qui s'occupe du code électoral. Ça veut dire qu'il peut faire des propositions. Moi, j'avais cru... Non, moi, je pense qu'au lieu de mettre une caution, il faut... Comme c'est un appel d'offres, vous venez comme à un concours. Je pense qu'il faut acheter un dossier de candidature qui coûte 25 millions non remboursables. Et ça, tu pars à la régie, tu paies tes 25 millions et tu prends le dossier et tu pars remplir. Si tu ne gagnes pas, tu n'as pas gagné. Parce que pour éviter effectivement les plaisantins qui viennent nous fatiguer. Parce que les gars ont vu qu'il y a un tapis rouge qu'on a déroulé. Mais quand on paye un dossier à 25 millions et qu'on dépose une caution à 25 millions, la différence c'est de l'argent. Non. Ça veut dire que quand vous passez un concours, vous mettez un thème de 200 francs sur votre demande. Que vous soyez admis ou pas admis, on ne vous rembourse pas les 200 francs. Ça veut dire que quand vous allez payer le dossier de candidature à la présidentielle qui vous coûte 25 millions, que vous gagnez, que vous ne gagnez pas, on ne vous rembourse pas. Et d'ailleurs, ça va... Mais dans le cas pareil aussi, on ne rembourse pas tout le monde. C'est ceux qui auront eu un certain taux, je crois 10%. Non, c'est-à-dire que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, on ne vous rembourse pas. Or là, les riches sont arrangés pour donner de l'argent en sachant qu'ils vont reprendre. Ça veut dire que les grands partis savent qu'ils vont donner les 25 millions, mais ils vont reprendre. Moi, j'ai dit non. Il faut acheter le dossier comme tu passes un concours, tu mets un timbre sur ton dossier, tu fais un timbre sur ton casier judiciaire, que tu gagnes le concours, que tu ne gagnes pas, on ne te rembourse pas les 200 francs. Je pense qu'il faut aller vers là. Et même pour l'âge, je suis contre l'âge, mais il faut le modeler autrement. Parce qu'une personne qui n'a même pas un conjoint, tu ne gères même pas une personne dans ta maison et tu veux gérer 20 millions. Tu n'es pas président d'une association, même pas d'un parti. Tu n'as jamais eu un contentieux avec quelqu'un d'une manière et tu n'as jamais réglé un contentieux. Et tu veux venir nous gérer. C'est vrai que le monsieur qui a dit qu'à 35 ans, on est déjà vieillard, j'imagine que le monsieur là va nous passer à la moulinette ou bien au four crématoire parce que nous avons déjà dépassé les 35 ans, donc je pense que nous sommes des bons à rien. Mais vous voyez comment les gens raisonnent. Alors, c'est-à-dire quoi? Il faut revenir à un âge, rester au 35 ou il faut aller plus? Non, moi je pense qu'il faut que les gens qui veulent gérer le pays nous montrent qu'ils sont matures pour gérer le pays. Et généralement, dans certains pays, par exemple, vous voyez des pays où si tu n'es pas en couple, si tu n'es pas marié, par exemple, tu ne peux pas accéder à certains postes. Moi, j'imagine qu'une personne qui n'a même pas une femme ou un mari, qui n'a jamais... Mais on peut être marié à 20 ans, 20 C'est pourquoi j'ai dit,
Pour moi, ce n'est pas l'âge. Ça veut dire qu'il faut nous prouver D'accord. que tu es capable de gérer. Si tu es à 18 ans, puisque c'est l'âge du vote, si à 18 ans, tu es déjà en couple et que tu as par exemple un conjoint, une conjointe, et que pendant 5 ans, et d'ailleurs, il faut déclarer la candidature au moins une année à l'avance, pour que les Burkinabés sachent qu'un tel veut être président et qu'on commence à regarder. Vous avez vu dans les réseaux sociaux qu'il y a un candidat, je termine, Oui. qu'il y a un candidat qui a mal à partir avec quelqu'un parce que la personne l'accuse d'arnaque, d'escroquerie. Et cette personne-là, par exemple, moi j'aurais aimé que la personne vienne nous prouver que ce qu'on dit de lui n'est pas vrai. Parce que s'il devient président en arnaquant les autres, D'accord. Alors, ça va être compliqué. parlons on a parlé de la caution, mais parlons aussi des parrainages. Est-ce que vous pensez que le modèle de parrainage aujourd'hui, il tient quand on sait que, par exemple, il y a des candidats indépendants, donc qui n'ont pas d'élus avec eux. Comment est-ce qu'ils peuvent être parrainés par des élus? Est-ce que là, on n'est pas en train de donner d'une main et reprendre de l'autre? Non, je crois que les débats que nous menons ici, en fait, s'inscrivent dans la dynamique peut-être de possibles en fait, réformes pour améliorer qualitativement notre système, que ce soit la question de l'âge, que ce soit la question de la caution. Et sur le parrainage, effectivement, parce que tel que ça se présente, c'est quand même compliqué quand on se présente. On crée son parti peut-être à un mois où, en fait, on est à sa première participation électorale, ça pose un problème. Je pense que dans certains pays, les parrainages, c'est soit des élus, que ce soit des élus nationaux ou des élus locaux, ou les parrainages des électeurs, des gens qui sont sur le fichier. Or, au Burkina, on a fermé. C'est dit forcément, soit c'est des élus nationaux ou c'est des élus locaux. Ce sont de possibles pistes de réforme qu'il faut revoir pour ne pas éliminer les gens. Parce que sous nos... Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors si on quitte ce modèle de parrainage? On peut sauter la question du parrainage, comme on peut garder tel que ça est, mais en incluant ou la possibilité du parrainage des électeurs sur le fichier électoral tout simplement, du Burkinabé en âge de voter tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut être parrainé soit par des députés, soit par des conseillers municipaux, ou tout simplement des citoyens qui ont l'âge de voter, qui sont présents sur le fichier électoral. C'est une option et dans certains pays ça se fait. Est-ce que là, il n'y a pas le risque que, par exemple, on se retrouve vers sa congrégation religieuse ou qu'on se retrouve vers son clan au village pour Non, mais c'est exactement la même chose que pour les élus nationaux et locaux. Je crois que la loi précise. On ne prend pas des députés juste dans une seule circonscription électorale. Et quand c'est des conseillers municipaux, on exige que ça soit des conseillers municipaux présents dans un certain nombre de communes. Ça, la loi peut régler cette question-là. Mais évidemment, bon, ce sont des situations où il faut veiller et faire de telle sorte qu'on ne puisse pas peut-être ouvrir des tendances de cette nature. Non, je pense que si on parle d'indépendance, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Un indépendant, c'est quelqu'un qui ne dépend de personne. Non, c'est un exemple que j'ai pris. Je parle de ceux qui ont créé les partis. Il y a des gens qui ont créé des partis aussi. On a accepté les candidatures indépendantes. Ça veut dire qu'en principe, c'est une personne qui arrive et qui dit, moi, je suis suffisamment mature, ma capacité intrinsèque, intitut personnel. Mais là, on aura une loi à double vitesse, c'est-à-dire une loi qui est autre pour les principes, autre pour les candidats indépendants et autre pour les autres candidats. Si vous avez choisi de faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. On a choisi de permettre que les gens puissent être candidats d'une manière indépendante. Il faut les laisser jusqu'au bout. Ça veut dire que j'arrive. Je peux dire, moi, écoutez, moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un me parraine, puisque je suis indépendant, mais je vais montrer aux gens que même je suis capable d'être élu. Or, ici, on a fait... Mais je comprends encore une fois que la loi, qui est un rapport de force, les gens peuvent vous donner quelque chose, mais faire en sorte que vous ne puissiez même pas jouer de votre droit. Évariste Conseil, non, enfin, c'est tout l'ensemble de ces conditions qui sont posées, caution, âge, 35 ans par exemple, et puis ou également les parrainages. Non, avant de donner mon point de vue sur les conditions, d'abord, je dois dire qu'il y a un nom qui m'a un peu tiqué sur les 14, c'est celui du général Isaac Zida. Parce que c'est vrai que nous sommes à la première étape, c'est une liste provisoire, mais quel est son statut actuellement au sein des forces armées, au sein même, je ne sais pas, on sait qu'il a produit dans les conditions, il a produit un casier judiciaire. Oui, mais n'empêche que pourquoi est-ce qu'il ne peut pas venir? Bon, de toute façon, c'est un cas. Moi, j'attends la liste. Le code ne dit pas quand on n'est pas résident, on ne peut pas. Moi, j'attends la liste définitive pour pouvoir peut-être comprendre mieux, quoi. Enfin, ça m'a un peu tiqué un peu. J'ai voulu comprendre parce que lui-même, nous avons eu des informations comme quoi il voulait venir pour son investiture. Alors, quelqu'un que, apparemment, il y aurait eu des obstacles ou des contraintes. Et maintenant que, par ailleurs, son nom soit affiché, bon, c'est vrai que à l'étape actuelle des règles en jeu, le fait de ne pas être sur le territoire
ou le fait de ne pas, d'être même, je vais dire, poursuivi, mais non jugé, par exemple, tout ça, ça n'empêche pas. J'imagine même qu'on peut être candidat en étant à l'extérieur. On peut même être candidat et même se présenter aux élections en étant à l'extérieur. Bon, imaginons alors. De toute façon, on attend. Moi, c'est la liste définitive que j'attends de voir. Maintenant, c'est vrai qu'on a discuté ici sur les conditions. Chacun y est allé un peu du sien, mais c'est vrai, c'est typiquement burkinabé encore. On veut encore inventer ce qu'on n'a pas encore inventé. On n'arrivera jamais à l'inventer. Moi, je défie de me montrer dans quel pays ou développé ou pays, où c'est le critère de développement d'un pays, c'est tout ce qu'on a, que ce soit l'âge ou la caution ou autre, moi je n'en vois pas du tout. Maintenant, c'est vrai que ça pose un problème. Je trouve que pour être conséquent par rapport aux candidatures indépendantes, il faut donc ouvrir, il faut permettre à tous les citoyens de pouvoir parrainer quelqu'un qui veut donc briguer une candidature. Donc, Il y a même un fait qui passe peut-être de façon rapide, beaucoup ignorent, c'est le type de scrutin qu'on impose également aux candidats indépendants qui doivent faire des listes. Alors qu'ils auraient pu être des candidats nominaux. Mais ça, c'est ça, on donne sans donner réellement. Donc, il faut ouvrir. C'est vrai que c'est un blocage. Ça fait que tous les candidats sont en fait otages de ces systèmes de partis. Parce qu'il faut te lever pour trouver des parrainages, que ce soit des élus locaux ou nationaux, c'est très compliqué. Voilà. Oui, c'est pour ça que depuis longtemps, moi, je dis ici sur ce plateau qu'il faut revoir le mode de scrutin. Et puis quitter le scrutin de liste pour faire un scrutin uninominal. Voilà, un scrutin majoritaire. Comme ça, les candidats seront indépendants. Mais maintenant, pour revenir au parrainage, les parrainages, ça assujettit les gens aux partis et à des lobbies. Par exemple, si un parti, n'est-ce pas, vous parraine, etc., mais vous ne savez pas contre quoi. Ce ne sont pas les partis qui parrainent, ce sont les individus, les élus des partis. Ce sont des élus qui reçoivent des directives de leur parti. Voilà. Et vous ne savez pas ce qui est donné en contrepartie. Ça, c'est maintenant, ça, on ne le dit pas. Ça se passe sous la table. Donc, ça fait que vous êtes redevable. Est-ce que pour autant, le principe même du parrainage est tout simplement à rejeter? Non, si c'est la modalité qui n'est pas le parrainage peut être revu, comme les uns et les autres ont dit ici, mais à condition que ce soit des citoyens, et on peut demander, n'est-ce pas, que ce soit un pourcentage de citoyens de chaque région, chacune des 13 régions. Par exemple, pour l'élection présidentielle au Nigeria, par exemple, il faut que tu aies un certain nombre de voix dans chacun des États fédérés du Nigeria. Tu ne peux pas avoir toutes tes voix au sud et aucune voix au nord et puis être élu président. Donc, on peut imposer, n'est-ce pas, un parrainage par des citoyens, mais à condition que dans chaque région, tu aies au moins un minimum de parrains. Merci. Non, juste pour une seconde. Non, juste pour appuyer ce que Maître Kilem effectivement l'a dit, parce qu'on l'a vu quelques heures avant la clôture du dépôt, par exemple, la seule dame en lice, Yeli Kam, elle a été reçue par Zéphirine Diabré et après elle a eu les parrainages, ça fait, je crois, elle a à peu près 50 conseillers, donc il est possible qu'il y ait en quelque sorte une sorte de contribution de l'UPC. Et même quand vous regardez le parrainage de Yacouba Isaac Zida, il y a un député qui l'a parrainé. Je me suis amusé à regarder. C'est un député de l'UPC qui a été élu dans le Koulpérou. Donc c'est pour dire qu'il y a des arrangements. Ils sont en accord parce qu'ils ont signé ensemble un accord. Non, mais c'est pour dire qu'il y a des arrangements peut-être de ces gens. Qui peuvent même être pris en otage. Parce que quand vous regardez au niveau du CDP ou du MPP, où le MPP n'a pas donné de député ou a priori les députés, parce que ce sont les 55 députés qui ont parrainé le président sortant. C'est pour dire que sur ces questions-là, il y a justement des arrangements ou bien des contributions en se disant évidemment qu'on aura le retour. Mais sur la question des conditions, je pense que ce n'est pas une invention du Burkina, l'âge ou la nationalité et tout le reste. Dans tous les pays du monde, il y a toujours ces questions-là. Il y a des conditions, qui sont varient certainement. Aux États-Unis, il faut avoir 30 ans. En France, c'est 18 ans dès qu'on a l'âge. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. La caution, c'est pratiquement... La seule différence de la caution, c'est typiquement une affaire apparemment des pays de l'Afrique de l'Ouest et francophones du reste. Sinon, le reste, vous ne trouverez ailleurs. Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être la maturité politique c'est possible. Aussi, c'est possible. Parce qu'au Bénin, à côté, on paye 250 millions. Non, je crois que... André, oui, au Bénin, on paye 250 millions. Non, je crois que là où je pense que c'est important, je parle sous le contrôle de maître, je crois que le droit évolue sur la base de la contestation. Moi, je voudrais encourager fortement les 9 qui ont été recalés à saisir le Conseil constitutionnel sur la question des parrainages et sur la question de l'âge. Et on va écouter ce que le Conseil constitutionnel va dire. Parce que c'est en attaquant les lois qui sont injustes que l'on fait progresser la loi. D'accord. Le plus jeune, là, le 29 ans, là,
S'il attaque devant le Conseil constitutionnel, on va avoir l'argumentaire du Conseil constitutionnel. S'il attaque devant les parrainages en tant que candidat indépendant, on va avoir l'argumentaire du Conseil constitutionnel. Et c'est comme ça que le droit avance. D'accord. André, Ouais, mais moi, ça me fait sourire quand on veut toujours me retoquer avec des exemples. J'aime pas prendre les exemples ailleurs parce que moi, je préfère, quand on cite des cas, par exemple, qui n'ont rien à voir avec nos propres réalités, je trouve que c'est un peu déconnecté, mais n'empêche quand même par rapport à l'âge, on a vu Biden, il a quel âge, hein? Et je ne suis pas sûr que Biden, dans certains pays ici, pourrait compétir. Bon, maintenant c'est pour dire que, en fait, ça varie, c'est élastique. Mais à vouloir trouver le juste milieu qui garantisse qu'on va bien gouverner le pays, ça me fait sourire. C'est exactement la même idée qui sous-tend l'irruption en fait de la LCE. Quand on me dit qu'il faut que les candidats arrivent à justifier que parce que ça garantit la probité, moi ça me fait sourire. Hein, d'accord. Merci à vous. On va continuer, parce qu'on est un peu pris par le temps. Là, pour parler du troisième sujet, la mosquée de Pazané. On en avait déjà parlé ici, mais l'affaire a évolué puisque le gouvernement s'en est donc préoccupé. Donc le gouvernement, lors de sa dernière séance du Conseil des ministres, a décidé de récupérer donc, la parcelle litigieuse et d'en faire en tout cas un bien de l'État. Maître, bon. Est-ce que on pensait que c'est un jugement à la Salomon? D'abord, il faut dire que l'exécutif n'a pas à se mêler du judiciaire. Ça remet en cause l'autorité de la justice. Cela dit, c'est le droit de l'État, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le droit d'expropriation. Voilà. L'État peut exproprier partout où il veut, contre juste indemnisation. Donc, si l'État décide de récupérer la terre en question, litigieuse, ça suppose que l'État doit indemniser celui qui était le propriétaire légitime. Voilà. Donc, c'est la seule condition. D'accord. Mais alors, la question aussi, c'est quand on dit que l'État s'interfère dans des questions de justice. Là, la justice a tranché, la décision est faite. Est-ce que l'État n'a pas un rôle au niveau de l'application de faire comme cela a été fait aujourd'hui? Est-ce que l'État s'est immiscé au moment donc, du traitement du dossier ou c'est après qu'il y a la décision? Est-ce que ça, on peut parler encore d'émission de l'État? Si, il y a immixtion. L'État était libre de trouver un terrain ailleurs pour donner à ceux qui ont été déguerpis. Il pouvait dire, voilà, ce terrain-là appartient au monsieur en question. Juridiquement, c'est lui le propriétaire. Maintenant, comme vous contestez que vous voulez un terrain, etc., moi, l'État, j'ai le droit toute la terre m'appartient, je vous attribue cette parcelle-là. L'État pouvait le faire. Et là, tout était sauf. D'accord. Donc, mais venir maintenant, de la façon dont l'État est intervenu, ça remet en cause l'autorité de la justice. C'est une fraude à la justice. C'est une façon, n'est-ce pas, d'invalider la décision de justice. D'accord. Alors, Évariste, sur cette question, l'État a violé la séparation des pouvoirs, c'est immixé dans la question de justice, ou bien l'État a joué le rôle de stabilité et d'apaisement social? D'abord, ce que moi j'ai appris en droit, c'est qu'effectivement, l'État peut exproprier, mais c'est pour cause d'utilité publique. Voilà. Donc c'est vrai que la procédure d'expropriation est très bien encadrée. Alors que dans ce cas présent, quand j'essaie d'analyser ou de réfléchir, j'avoue qu'à un certain niveau, je suis perdu. Maintenant, c'est clair, comme il l'a dit, c'est une transgression. Et ça va créer un précédent très dangereux parce que il faut dire que maintenant, désormais, il suffit que quelqu'un qui voit un espace libre aille investir ou construire un lieu de prière ou de culte, et c'est fini, on ne peut plus rien faire. Bon, écoutez, vous voyez les espaces... Est-ce qu'au fond, l'État, on connaît aussi comment la justice se fait au Burkina? Est-ce que réellement, dans le fond, la vérité qui a été donnée... Il ne faut pas faire le mélange des gens. Je sais de quoi je parle, moi aussi. La justice, méfiez-vous quand même. Ça fonctionne, il y a des règles. Les juges ne prennent pas de décision au hasard. Même moi, avant d'y être de l'autre côté, parce que j'ai quand même siégé pendant 10 ans dans un tribunal, j'avais aussi l'impression que c'était les juges décidaient comme ils voulaient. Attention, hein. Et si on me dit qu'il y a une décision de justice, c'est que ça a respecté des règles, des procédures. Bon, maintenant, puisqu'on dit que... attendez, il y a eu une décision de justice, il y a eu des huissiers qui sont allés pour faire exécuter. Il y a tout ça, c'est quand même organisé. D'accord, mais quand le droit peut créer, par exemple, la guerre dans la société, comment on fait? Non, est-ce que l'État va laisser mais justement, le droit est supposé
apaiser, régler les conflits. Et quand ça n'apaise pas, donc non, c'est que forcément, est-ce que, là moi j'ai vu les associations sortir, mais moi j'aurais été en tout cas très content de voir que les associations jouent un rôle aussi pédagogique, parce que c'est le rôle aussi des associations d'amener les uns et les autres à comprendre, parce que c'est des étapes. On peut, si tel parti n'est pas d'accord à telle instance, on peut aller à d'autres instances, mais cette façon de s'immiscer là, ça va créer un précédent très dangereux pour notre pays. André Génigoudou, on a vu par exemple toutes les associations de confession, de différentes confessions un peu solidaires dans cette question. On a vu le cardinal, on a vu le président de la FEME qui se sont déplacés au niveau de la fédération des associations islamiques. Et suite à ça, on a vu le gouvernement donc, qui a pris une... Non, ma lecture n'est pas semblable à celle de Évariste. Parce que je ne pense pas que l'État, le gouvernement, a remis en cause le jugement. L'État a dit, il y a un problème, je m'en saisis pour que le vivre ensemble puisse demeurer. Et je crois que l'État a le droit, comme on l'a si bien dit, d'exproprier les gens. Je compte juste l'énumération. Ce que nous avons entendu les associations et les religions parler. Mais on ne sait pas ce que l'État a discuté avec les deux prétendus propriétaires. Peut-être que les deux prétendus propriétaires peut-être même peuvent avoir suggéré la solution que l'État met en place. C'est de dire, OK, pour que ça ne devienne pas une bagarre entre nous proposons que l'État reprenne et que l'État dédommage l'un et l'autre. Parce qu'on n'a pas toutes les terres. Oui, mais justement, quand on écoute un peu, et en plus, on a l'impression qu'ici, l'État est sous la pression très souvent de la rue, des groupes de personnes, des groupes de lobby. Est-ce que finalement l'État lui-même ne se fait pas dicter la conduite? Mais, attendez, le gouvernement est là pour gouverner quand même les gens. Et donc les gars doivent être à l'écoute. Une fois que, moi je pense que même si c'était ça, c'est à leur crédit. Parce qu'au moins ils auraient écouté les gens. Parce que moi j'ai dit, on a vu les communautés religieuses sortir parler. Mais moi j'aurais aimé, par exemple, écouter le monsieur qui a fait détruire la mosquée. Quel est l'argument qu'il avait? Qu'est-ce que la justice lui a dit? J'aurais aimé écouter celui qui est allé construire. Sur quelle base il est allé construire? Parce que quand même, c'est le problème de deux individus. C'est parce que c'est une mosquée qu'on a entendu le Ramadan. Vous avez vu à Ouagadougou que de temps en temps, on est même allé, pendant la révolution là, on est allé détruire la maison des gens à Gouin. Hein. On n'a pas entendu tout ce bruit là. C'est parce que c'est une mosquée, c'est que ça devient un problème de vivre ensemble. Mais or vous savez que les religions quand même sont inflammable au Burkina. Donc l'État, le gouvernement prend bien les choses de pouvoir apaiser la situation en disant si c'est comme ça, je récupère le terrain parce que quand même, quoi que l'on dise, le territoire appartient à l'État. Donc je reprends le terrain et je règle les problèmes là entre les gens. D'accord. Atiana, est-ce que là on n'est pas dans un conflit de loi, on va dire de conflit de loi et du sacré par exemple? Est-ce que l'État arrive justement à concilier mieux, à consacrer par exemple l'autorité de la loi? Bon, moi je ne vois pas où est le conflit de loi à partir du moment où une décision a été rendue, c'est l'exécution. Oui, mais dans l'exécution, on voit que c'est l'État qui a choisi ce qu'il faut faire au contraire de ce que la justice a dit. Mais c'est un mauvais signal que le gouvernement a envoyé tout simplement. Et moi je crois que c'est un précédent assez dangereux quand même. Et comme certains l'ont dit sur ce plateau. Parce que vous avez une affaire qui oppose deux individus, on rend une décision, on l'exécute. Je pense que les voies de recours ne sont même pas épuisées. Et vous avez des contestations, un truc. Parce que quand vous analysez les faits, au départ, il n'y avait pas de mosquée même sur le terrain. Le contentieux a commencé avant même qu'il y ait la construction. On a accéléré les travaux et je crois qu'il y a des images, des vidéos qui montrent qu'on a accéléré les travaux pour qu'il y ait cette mosquée justement et qu'on utilise comme bouclier. Je pense que c'est vraiment un grand gâchis qu'on se retrouve. Parce que du reste, quand le gouvernement dit oui, c'est le droit de pouvoir exproprier. Mais on exproprie pour donner à qui? Parce que clairement, dans le communiqué de la Fédération des associations, le gouvernement s'est engagé à donner l'argent pour la reconstruction.
En clair, on fera de l'injustice à un citoyen tout simplement, alors qu'il n'a fait la force à personne. La justice a tranché et je pense qu'on doit être en mesure de pouvoir. Voilà, Quand je dis c'est un la précédent question, dangereux... la question c'était de dire, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où est-ce qu'il n'y a pas toujours un conflit entre le sacré et la loi? C'est Bon, ça la quand vous question dites le sacré, aujourd'hui. moi je ne sais Parce pas que les dans la questions de Constitution. religion, sinon Non, mais on fait des ce sont des gens qui ont... Non, on rend des décisions de justice, ça ne pose pas de problème. C'est parce que justement c'était une question... Vous n'allez pas me dire que deux citoyens, parce qu'ils ne sont pas du même bord religieux, qui ont un problème de terre, c'est un problème de terrain. Quel est le rapport? Parce que ce qui est là, c'est du coup aujourd'hui, et moi je connais des histoires, que ce soit des pasteurs ou des musulmans ou des histoires de mosquées, des gens qui ont construit sur des terrains litigieux et qu'on détruit et qu'on passe. On n'a pas, je ne sais pas, des gens ne se sont pas levés pour lancer des ultimatums menacés. Parce que ce qui est là, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est facile. Le gouvernement a donné la voie. Il y a un problème entre deux individus, on se rend compte que c'est compliqué. Je construis une mosquée ou un temple ou une église. Et maintenant, s'il y a quelque chose, on va dire, c'est un lieu de culte, c'est sacré, on ne doit pas démolir. C'est ça en fait qu'on veut. Oui, mais justement, la question c'est ça. Est-ce que... Non, mais on ne doit pas le faire justement. Oui, je viens. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce que notre État aujourd'hui, dans les conditions où nous sommes, la question du sacré et la question de la loi, comment l'État gère ça? C'est justement là la question. Non, mais c'est pour ça que quand vous dites sacré, moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi je pense que... Est-ce que l'État ne recule pas quand il s'agit, l'État ne recule pas quand il s'agit du sacré? C'est là la question. C'est-à-dire que moi je crois dans ce genre de situation. Moi j'accorde le crédit de la bonne foi aux gens et peut-être de l'ignorance. Quand on ne connaît pas, au moins on demande comment on le dit pour qu'on explique. Vous avez un problème entre deux personnes, vraiment il ne faut pas tirer ça sur un autre terrain. Où on sait que finalement les gens vont s'agripper pour dire oui c'est sensible, oui c'est sacré. Non, il ne faut pas le faire. D'accord. Maître, très rapidement, pour terminer. C'est pour dire, quand vous parlez de sacré, il faut dire que nous sommes dans un État laïque et républicain. Et tout est soumis à la loi de la République. Il n'y a pas que ces musulmans, que ces chrétiens. Oui, mais justement, la question, c'est quand, par exemple, on remarque la confusion que, par exemple, l'État souvent fait. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des situations où l'État est intervenu parce que ce sont les associations, c'est la religion, etc. Non, c'est de ça qu'il est question. Dit, comment on gère aujourd'hui cette laïcité dans ce pays? Non, c'est à l'État de savoir. Cela dit, il ne faut pas négliger non plus le rôle de l'État, le rôle d'apaisement social que l'État doit jouer. Voilà, donc c'est à l'État maintenant de savoir comment jongler pour que, mais il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, les règles, le sacré et les lois républicaines. Et dans une république laïque, les religions sont une institution comme toute autre, sont gérées comme toute autre institution, comme le commerce, comme le travail, comme tout ce que vous voulez. Il n'y a rien de particulier. Est-ce que tout le monde comprend ça comme ça? Ou est-ce que l'État a un rôle à faire? Mais il faut expliquer ce travail, au lieu de prendre des décisions qui risquent de créer des problèmes après. Ce qu'il faut dire que c'est pas le propre seulement du Burkina. Si vous voyez tous les pays, même de l'Afrique de l'Ouest, dans un pays voisin dont je ne citerai même pas le nom, où par preuve de, je sais pas moi, de mauvaise pragmatisme, j'allais dire, le pays est en train d'être, le caractère même laïque du pays est en train d'être même remis en cause. Ça, c'est la faiblesse en fait des politiques, parce que les politiques ils en font une exploitation politique du religieux, et c'est ça qui va finir par détruire l'État. Non, André Jeune. Je crois que là où on peut trouver à redire sur ce que le gouvernement a fait, c'est quand le gouvernement ajoute qu'il va donner de l'argent pour reconstruire la mosquée. Je crois que c'est là la faute du gouvernement. C'est privé, ce n'est pas une mosquée. On n'a pas à prendre nos impôts pour aller financer une mosquée. Et même on construit pas les lieux de culte. Ne dis pas mosquée, même une église, oui. Un temple, c'est privé. Ce n'est pas justement, la question était là justement. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se réveille pour voir que l'État joue un mauvais rôle. Alors, quand on regarde dans... C'est pour cela que j'ai dit que la cause d'utilité... Tout un ensemble d'exemples qui existent. C'est pour cela que j'ai dit que la cause d'utilité publique, là, j'attends de voir la destination future du terrain. Non, c'est une parade. Ils vont remettre je termine. Non, parce que l'État file du mauvais coton partout. Je crois que l'État est frileux. Il finance les pèlerinages à la Mecque, etc. Non, ce n'est pas le rôle de l'État. J'aurais compris que l'État dit, vous faites la bagarre, comme nous avons deux enfants qui se bagarrent à cause d'un gâteau. L'adulte arrive, il dit, comme c'est le gâteau qui est le problème du litige, je prends le gâteau et je mange moi-même. Point final. Allez-y faire alors. L'État aurait fait ça. On en parle. Hier, par exemple, le musée diocésain, par exemple, à l'ouverture, on a vu le ministre Sago qui a promis de faire des choses au titre de l'État également. Mais ça, c'est ça la question. C'est très dangereux. Quelle est cette laïcité? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Surtout que le ministre Sango, c'est un juriste. Il connaît très bien la nature d'un État laïque. Non, je crois que ça se passe. C'est-à-dire qu'ici, on n'avait même pas besoin de trop tirer. Il faut faire comprendre à ceux qui sont sortis, crier, lancer des ultimatums, menacer, que ce n'est pas comme ça. C'est un problème entre deux individus. Il y a un qui n'est pas satisfait, il y a des voies de recours.
Et franchement, il faut suivre la voie. On n'a pas besoin de menacer jusqu'à ce qu'on prenne de telles décisions. Merci à vous. Notre vie ensemble, ça va prendre. Merci. On va terminer avec le Mali. Le Mali, on a assisté donc à la libération de Soumaïla Cissé, 6 mois après sa prise d'otage. Et on se rappelle aussi que pendant les législatives que cela a eu lieu. Et puis, il y avait d'autres otages aussi, occidentaux, dont Sophie Potrounet, qui est une humanitaire, qui était donc au nord, à Gao, précisément, je crois, au nord du Mali, qui a aussi retrouvé la liberté après plusieurs années, des 4 ans, hein, je crois. Alors, tout de suite, il y a un débat qui s'est posé sur la contrepartie, le change qui a été fait. Pour certains, Atiana a beaucoup écrit sur les filières terroristes, on va lui donner la parole. Sur les changes, on a dit qu'on a libéré près de 200 terroristes contre, bien sûr, Soumaïla Cissé et certains. Soumaïla, d'ailleurs, sur RFI, ou TV5, pardon, il a se prononcé là-dessus, je crois TV5 ou RFI, il a fait deux interviews, il a se prononcé, il a estimé que lui, ou alors on souhaiterait qu'on le remette aux otages, à ses preneurs, ou alors lui, en tout cas, il se satisfait d'être libre. Pour certains, c'est immoral de libérer 100 ou 200 terroristes qui pourraient encore revenir tuer des innocents. Non, moi, effectivement, vous avez évoqué cette interpellation parce qu'elle est vraiment personnelle et humaine, la réponse de Soumaïla Cissé. Au même moment, je me suis interrogé sur le sens de l'homme d'État qui veut gérer un pays. Parce qu'on a eu de part l'histoire des gens qui se sont sacrifiés pour leur pays. Mais bon, c'est peut-être une situation qui peut appeler à des raisonnements philosophiques, des discours à n'en pas finir, parce que c'est une question propre. Mais ça met aussi en cause un peu la valeur de nos hommes politiques. Et sur cette question aussi, il y a un aspect aussi qui m'a intrigué quand même. Je l'ai vu tout sourire, répondant en fait aux sollicitations, il y a eu les interviews. Il n'y a eu aucune pensée. C'est une bonne nouvelle d'être libéré. Pour lui, effectivement, il retrouve sa famille. Mais ça m'a fait quand même bizarre qu'il y ait, sauf erreur de ma part, j'ai vu dans aucune de ses sorties un mot à l'endroit. Parce que quand il a été enlevé en mars, je crois que son garde du corps a été tué. Il a dit dans l'interview, il a exprimé d'ailleurs son regret pour ce qui est arrivé, parce qu'il a dit que son aide était mort. Donc autant pour moi alors. Maintenant sur le champ, moi je dis, quand je vois les spéculations, moi je sais que par exemple, moi j'ai un autre chiffre, plus de 200 terroristes qui ont été... Et puis il y avait de l'argent aussi qui a été... Il y a de l'argent. Maintenant sur les montants précis, je pense que ça... L'autre chiffre c'est combien? C'est pas 200, c'est combien alors? Autour de un peu plus de 300. Parce qu'en réalité, il devrait avoir d'autres contributions de pays pour pouvoir permettre cette libération. Et c'est ça qui a fait que finalement, ces pays n'ont pas contribué. Et ça fait qu'on a augmenté le nombre de terroristes au Mali à libérer. Mais c'est pour dire que moi, je ne fais pas de la fixation. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est parce que... Non, au Mali, on est un peu plus ou moins coutumier. Je pense que c'est plus ou moins... Il y a déjà eu des échanges de ce genre, contre des libérations d'otages. Mais je dis, il n'y a pas de fixation sur ça. C'est une pratique. Maintenant, pour donner le montant de la rançon ou le nombre de terroristes en dehors des acteurs eux-mêmes, personne ne peut aujourd'hui lever le doigt, dire qu'il détient la vérité sur le nombre, non seulement des présumés terroristes ou des terroristes libérés, et le montant de la rançon, parce que je vois des chiffres qui sont avancés. Maintenant, dans les discussions, sur l'autre volet de votre question par rapport à l'inquiétude, le fait que c'est des gens qui vont sortir et puis reprendre les... Non, je pense que dans les négociations, souvent, c'est des paramètres que l'on tient en compte, parce que même les terroristes n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait, parce que l'objectif aussi pour eux, c'est d'avoir l'adhésion de la population. Parce qu'ils n'ont pas intérêt immédiatement que les gars sortent qui reprennent les hostilités. Il y aura une sorte de répit, il y aura une accalmie en quelque sorte. Mais il reste que ce sont des combattants qui reviennent. Oui, évidemment. Pour les militaires, c'est un choc parce que quand vous frôlez, vous côtoyez la mort au quotidien, vous arrêtez des gens et qu'on libère après contre en fait libération d'une seule personne. Effectivement, psychologiquement, ça peut peser pour ceux qui sont au front et qui luttent contre en fait le phénomène. Maintenant, il y a une autre dimension que je veux peut-être relayer par rapport aux implications au Burkina. Ça veut dire qu'il faut prendre les précautions au Burkina aussi parce qu'on ne sait jamais. On est à l'orée d'une campagne électorale. Ouais. Peut-être que ça devient une source de financement. Évidemment, ça fait une source de financement et je crois qu'on a aussi des présumés terroristes emprisonnés ici. Donc, il faudrait que nos hommes politiques qu'on prenne les dispositions quand même pour qu'on ne prenne pas le flanc. Évariste, concernant ce débat qui consiste à dire on ne devait pas libérer Soumaïla contre vraiment un contingent aussi important de terroristes et que c'était immoral, etc. Le débat a cours même en France. Finalement, comment on fait? Qu'est-ce qu'il fallait faire? En 2 mots, on choisit le moindre mal, comme on dit souvent, ou entre le choléra et la peste. C'est typiquement africain, c'est des africaneries. Vous pensez qu'en France ou dans un pays occidental,
on aurait libéré autant de terroristes sans même qu'un seul juge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, lui, l'avocat, est-ce que vous avez souvenu qu'il y a eu un juge qui a prononcé une seule relaxe parmi tous les gens, c'était des repris de justice. C'est l'État qui a décidé. Mais ça, c'est des négociations. Oui, mais attendez, mais c'est des gens qui... pas fait officiellement. Mais c'est des gens qui étaient condamnés. Il y a des gens qui étaient condamnés. Quand on est condamné dans un pays qui se respecte, il faut d'abord qu'on prononce une relaxe. Il n'y a même pas eu ça. Ça veut dire que c'est le fait du prince, comme on dit. Oui, mais c'est toujours... On discutait l'histoire des mosquées, c'est quoi? On est toujours dedans, c'est des africaneries, on ne va jamais en sortir. Et alors, maintenant, c'est vrai, l'autre information, c'est que les terroristes, les prétendus terroristes, c'est bien des Sahéliens. On les connaît, on sait où ils sont. Bon... C'est sûr que l'argent, ça c'est clair. Parce que les modes, en fait, le mode opératoire, c'est le GICM. Ils prennent des otages, ils sont spécialisés dans les prises d'otages. Mais est-ce que justement la question c'est ça? On est tous concernés étant pays aussi du Sahel. Si, même est-ce le Burkina. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pour un État, la réelle politique ou la morale est de quel côté? Est-ce qu'un État laisse, par exemple, des gens un leader politique important, des otages, en contrepartie, qui libèrent d'autres? Est-ce qu'un État a le choix que de le faire? Non, il y a des pays qui ont décidé qui ne payent pas de rançon pour libérer quelqu'un qui est pris en otage. Qui ne laissent pas aussi des prisonniers? Ou des, oui. Par exemple, je crois que l'Angleterre dit qu'il ne paye pas. Il ne paye pas. Quel que soit ce que vous lui demandez pour libérer quelqu'un, si c'est un otage, pour libérer un otage, ils disent qu'ils ne payent pas. Il y a des pays qui ont décidé de payer. Je crois que c'est le pays qui choisit. Maintenant, ce que chacun doit prier le bon Dieu, c'est d'abord de ne jamais être pris en otage. Et peut-être que si tu es pris en otage... Ça dépend de quel pays. Mais ça dépend aussi de quel État. Est-ce qu'en Angleterre, si on prenait le Premier ministre, je dis quelque chose comme ça, si on prend le Premier ministre je crois que... anglais quelque part, est-ce qu'il... Peut-être qu'il va se sacrifier. Non, vous savez, non, il y a des pays qui ont une tradition de respect de leurs paroles données. C'est pourquoi j'ai dit, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple au Burkina, j'aurais aimé par exemple que si on a payé autant d'argent, que les Burkinabés qui sont pris en otage, l'humanitaire, il y a Elliot, et puis il y a un prêtre qui est aussi en otage, qu'on les libérera. Donc ça suppose que le Burkina ait aussi payé des rançons. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui est la méthode. Je crois que ce qu'il faut dire sur le plan humainement, ça veut dire quelle que soit la somme que l'on paye pour libérer une vie, même si c'était des milliards et des milliards, on ne peut pas quantifier l'argent par rapport à une vie. Mais cela dit, la question qui peut se poser, c'est l'argent que l'on paye, en plus des otages que l'on libère, non seulement les gars gagnent doublement, ils récupèrent beaucoup de leurs personnes, et l'argent l'argent qu'ils ont gagné encore va servir encore à payer et à se préparer pour... Oui. C'est un butin de... c'est un moyen pour pouvoir... Et puis ça va nous revenir encore comme un boomerang sur la figure. Il faut insister sur le fait que ce n'est pas des gens ordinaires qu'on libère, c'est des criminels, des gens qui ont posé des actes criminels, qui ont contribué à tuer des gens. Voilà. Et par exemple, on a même dit que parmi les libérés, il y a ceux qui étaient même impliqués dans les attentats de Ouagadougou. Mais André Génigoudou, pardon, Maître Kilem, même dans les guerres classiques, on voit des libérations d'otages, il y a des négociations qui se font, on libère. En géostratégie, ça se fait aussi également, on libère ça fait partie des choses. Du droit international humanitaire. Alors, du côté par exemple, de l'Afghanistan, les Américains, c'est toujours des libérations avec des négociations à la base. Est-ce que ce qui s'est passé au Mali, l'État malien, le gouvernement malien avait réellement le choix ou bien est-ce qu'il fallait faire comme Ibeka? Est-ce que ça avait été proposé à Ibeka qui a refusé? Si. Tout a été négocié sous Ibeka. D'accord. Tout a été négocié sous Ibeka. C'est-à-dire que les nouvelles autorités sont venues trouver que tout était déjà bouclé. Voilà. Au contraire, même ça a un peu retardé parce qu'il y a eu de nouvelles autorités qui voulaient d'abord prendre connaissance des termes. Est-ce que vous avez vu? Donc sinon, tout était déjà bouclé. Vous savez, j'ai déjà eu à dire ici que on a eu à parler ici des exécutions extrajudiciaires. Et j'ai eu à dire que quand le droit et l'application du droit ne sont pas conformes, ça entraîne des exécutions extrajudiciaires. Ces gens qui ont été libérés là, vous croyez que les militaires qui font face à eux, s'ils les retrouvent demain et qu'ils ont la possibilité de faire d'eux des prisonniers, vous croyez qu'ils vont faire d'eux des prisonniers? Ils vont les liquider. Les militaires qui combattent contre ces gens-là, qui savent la condition dans laquelle ils ont été libérés, si demain ils se retrouvent face à face avec ces gens-là, même s'ils ont la possibilité de faire des prisonniers, ils ne le feront pas. Ils préféreront les liquider. Parce qu'ils vont se dire que si on les prend encore, on va les libérer encore un jour. Atiana disait que Soumaïla Cissé
un homme politique, il suffisait qu'il se sacrifie pour le Mali. Ah, mais il fallait non, que... non, oui, c'est l'idée. Il aurait pu le faire. Voilà, Moi, je suis parce contre que les par le rançons. passé, Je suis contre les rançons. Et moi, je pense qu'un homme politique de la trame de Soumaïla Cissé doit être capable de dire si cela m'arrive, je préfère qu'on s'en tienne, n'est-ce pas, à la loi, etc. Et il est de quelle trame? Mais, le chef de file de l'opposition, il est le chef de file de l'opposition. Parce que ce que vous oubliez, au fur et à mesure qu'on paye les rançons, on a parlé de 10 millions d'euros comme ça fait à peu près 7 milliards de francs CFA. Avec 7 milliards, on peut encore entreprendre des activités. Quand vous savez que les rebelles qui ont initié leur activité en 2002 contre la Côte d'Ivoire, c'était avec 2 milliards simplement. Donc avec 7 milliards... En tout cas, il y a des images qui circulent où on a vu qu'il a été organisé une réception. Ah oui, des ripailles. Et ils ont des réserves pour encore acheter des armes et recruter des gens et reprendre encore les activités. On a un téléspectateur en ligne, on va le prendre. Il s'agit de M. Franck Sia, à Ouaga, qui s'intéresse aux démissions à l'UPC. Monsieur Sia. Oui, bonjour, Madame Samadou. Bonjour à vous. On vous écoute. Oui, je voudrais intervenir par rapport à la démission de Nathaniel Ouedraogo de l'UPC. D'accord. Voilà, je voudrais d'abord, dans un premier temps, dire qu'il faut reconnaître que ça va porter un coup dur au parti de Lyon. Parce qu'on connaît les postes que Nathaniel Ouedraogo a occupés. En 2015, il était le directeur de campagne. On ne vient pas là-bas, on ne choisit pas n'importe qui comme directeur de campagne. Alors, il est du parti de Lyon, c'est-à-dire que quand on connaît le poste et l'importance du poste, ça veut dire qu'on ne donne pas ça, on ne confie pas à n'importe qui. Comme vous dites, il faut reconnaître que ça va porter un coup dur justement à ce parti-là. Alors, par rapport justement, quand on parle du choix de la base, il faut noter qu'au niveau de la base là, ce n'est pas tous les militants ou les sympathisants du parti qui votent. C'est un échantillon pour les partis qui ne dépassent pas 175 personnes qui se réunissent au niveau provincial pour désigner. Quand on connaît les limites de la désignation justement à la base, quand on connaît on sait qu'il y a des gens, il faut être riche, ceux qui ont un peu d'argent peuvent éjecter de l'argent en attrapant certaines personnes à gauche, à droite pour avoir leur poids. Et un choix, parfois, qui n'est pas un choix de la base, de la vraie base. Quand je parle de la vraie base, c'est les militants et les sympathisants, les milieux des militants et les sympathisants. Parce que prendre une personne, un échantillon de 175 qui vote et qui apprécie une personne, n'est pas forcément le choix de la base, de la vraie base. Donc, il y a quand même des limites au niveau de ce qu'on appelle la désignation à la base, ou les primaires. Donc, à mon point de vue, ce que je voudrais dire à ce niveau également, c'est les limites de la gestion du président décidé. Parce que quand tu gères un parti aussi grand que l'UPC, il faut être à même de mélanger, ou du moins d'adapter le choix de la base avec les calibres, les cadres justement que vous avez à votre gestion. Et c'est ce qui fait la différence entre les partis comme le MPP et justement de l'UPC. Quand vous voyez la liste de MPP, on se rend compte qu'il y a eu une stratégie qu'ils ont mise en place qui consistait, les anciens dits populaires, à les mettre ensemble avec le choix de la base. Donc, du coup, même s'il y a des frustrations, ça diminue un peu les frustrations. Monsieur Sia, Sia, on parle de l'UPC et on ne parle pas de MPP pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, quand vous dites par exemple que l'échantillon qui est fait, en fait, ceux qui sont les électeurs au niveau donc des primaires, vous dites que c'était un échantillon. Selon vous, cet échantillon-là est pris comment? Est-ce que c'est réglé par les dispositions ou bien c'est M. Zéphirin Diabaté qui choisit des gens? Non. C'est justement réglé par des dispositions, c'est-à-dire ceux qui ont occupé peut-être des postes là, au niveau des sous-sections et au niveau de la section. C'est justement ces membres de ces bureaux-là qui se réunissent. Justement, c'est ça l'échantillon qui se réunissent justement pour voter. Et quand on sait on peut mettre, moi je peux porter, si je suis dirigeant d'un parti ou bien bien placé, je peux mettre mon gars comme directeur, ou du moins d'une sous-section ou à quelque part je mets mes hommes. Donc c'est ça, j'indexe et je dis que c'est des limites. Parce que moi je peux voter et derrière moi, dans ma sous-section, les gens ne sont pas d'accord avec moi, mon choix. Donc du coup, on prend ça pour dire que c'est une élection à la base, c'est statué pour rire. Pour moi, c'est comme ça.
Parce que je peux ne pas être retenu par cette sanction-là, mais être populaire, c'est-à-dire avoir des gens dans des sous-sections, des gens, des vrais militaires, des sympathisants à la base, qui, par moi, par peut-être ma personne, peut adhérer aux idéaux du parti. Et donc, moi, si je ne suis pas là, forcément, ces gens vont me suivre. Merci, monsieur. Oui. Merci, monsieur. Je voudrais juste peut-être avoir une information. Article 25. La conférence provinciale est organisée et supervisée. La conférence provinciale regroupe les candidats, les membres du bureau de la section, les membres des bureaux des sous-sections, les maires et les députés de la province, les présidents des conseils régionaux et les membres du BPN ressortissants de la province. Donc je crois que c'est eux qui constituent en fait l'électorat au niveau provincial pour les primaires. Est-ce que pour vous ça c'est pas représentatif? Ça c'est pas pour vous, c'est pas représentatif, c'est pas démocratique? Non, je ne dis pas ça, mais il y a des limites qu'il faut observer. C'est-à-dire, on peut dire que c'est démocratique, mais quand on sait comment ça fonctionne à l'interne, on se rend compte qu'il y a des limites quand même. D'accord. Voilà. Merci à vous pour votre participation. Allez, merci beaucoup. Merci. Il faut reconnaître, c'est vrai que même, j'ai suivi un peu la déclaration de M. Diabré sur Omega, et il dit qu'il regrette. Hein. C'est vrai que c'est quand même, il y aura un impact parce que M. Nathanaël quand même, il faisait partie des ouvriers de la première heure. Il a contribué, il s'est sacrifié et c'est une perte, ça c'est clair. Mais maintenant, il a expliqué aussi, c'est sûr que c'est sa liberté de partir. Il a exprimé sa liberté de partir et on ne peut rien. Il n'a pu que regretter. Ce qui est sûr, dans la constitution d'un échantillon, il y a toujours débat. Il y aura toujours matière à débat. Hein. Ça, même dans les domaines de la science et autres tout, à un moment donné, il faut bien trouver, il faut définir quelque chose sur la base de laquelle on avance. Et 175, ça peut être représentatif comme ça peut ne pas l'être. Mais il fallait bien avancer. Et maintenant, ce qui est sûr, comme on l'a dit, hein, ce n'est pas simplement un phénomène qui est isolé dans un seul parti. Dans les autres aussi, on a un peu ressenti. Et c'est moins ressenti dans le parti au pouvoir parce que là-bas, les gens réfléchissent à plus d'un avant de dire qu'ils quittent la table, comme je l'ai expliqué ici. D'accord. On prend notre second téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, appel de Ouagadougou. Lui, il voudrait parler des candidats à la présidentielle. Monsieur Lamoussa? Bonjour tout le monde sur le plateau. Maintenant, c'est pour dire que la candidature, pour l'instant, on a retenu cette règle de cette commande de personnes. Et je pense que ceux qui n'ont pas été retenus doivent attaquer en justice. Ils doivent tout faire pour retarder, comment on appelle ça, la délibération finale, si on peut dire ça ici. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une insurrection et puis créer une loi qui n'a technique. Par exemple, quand on dit qu'il y a des candidats indépendants et qu'on dit que pour être indépendant, il faut avoir la signature des députés des partis. Et cette signature qui, parfois, est payante. En quoi c'est démocratique? Et ce qui est dommage, c'est que tout le monde sait, mais ça ne le personne. C'est comme si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. On laisse une minorité de personnes nous amener à l'abattoir et on ne réagit pas. Donc, c'est une invite à ceux qui ont été réellement, comment on appelle ça, écartés, de tout faire pour être établis dans leur loi. Et qu'on revienne sur. Je me rappelle que quand on devait voter cette loi, moi j'étais contre. On ne peut pas dire à un candidat qui doit déposer 25 millions comme caution pour pouvoir passer. Alors qu'on dit démocratie. C'est incompréhensible, mais comme on a laissé ça veut dire la gérance du pays aux politiciens seulement, et que la population est là juste pour faire des élections, sans savoir à quoi c'est leurs élections. Je ne comprends pas comment une démocratie qui vient de sortir d'une insurrection peut réellement accepter ce genre d'incohérence. On peut y avoir des règles, c'est vrai. Mais les règles, c'est tout simplement pour qu'on puisse quand même coordonner certaines choses. Mais pas qu'on crée des barrières pour empêcher. Par exemple, quand on dit oui, on ne peut pas être président si on n'a pas 35 ans. Moïse Ouéwa a été président à combien d'ans? Il avait 38 ans. Quand on dit qu'il faut avoir 28
25 millions pour être président. Est-ce que la majorité des Burkinabés, c'est-à-dire si on prend 80 Burkinabés aujourd'hui et 100% Burkinabés, on veut enlever chacun pour, ça veut dire avoir les 25 millions sur place. On va trouver combien? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. À la population qui se laisse tout le temps manipuler et puis mener à la base. Merci, monsieur Lamoussa François. On a bien compris. Juste pour dire que ceux qui sont recalés ne peuvent pas retarder. Il y a une procédure qui est ouverte, il y a un temps qui est réservé à tout ça, les recours, et puis après, voilà. Non, donc, en République... ils ne peuvent pas retarder, ils peuvent certainement attaquer. Non, dans la République et dans ce qui fait l'état de droit, c'est que quand tu n'es pas d'accord avec la loi, tu te soumets à la loi en la combattant. C'est pourquoi le fait qu'il répète que les messieurs qui ne sont pas d'accord avec ça doivent aller en justice, moi je suis sûr que le fait d'abord, les candidatures indépendantes ne sont pas venues ex nihilo. Hein. Il y a des gens qui se sont battus, même j'ai écrit en 1990 un article sur les candidatures indépendantes. Je crois que si On va prendre le dernier téléspectateur rapidement, hein. Monsieur Paré. Et alors? Appelle le Tinkodogo. Monsieur, allez-y, monsieur Paré Alassane de Tinkodogo, sur la démission à l'UPC. D'accord. Alors, merci beaucoup pour la parole. Allez-y. Alors, merci beaucoup pour la parole. On vous reçoit très bien. Allez-y, allez-y. D'accord. Alors, par rapport à la démission de M. Naber Ouedraogo, il faut dire qu'il n'a pas participé aux primaires pour la désignation des candidats au niveau de la province du Kadiogo. Voilà, tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord pour le mode du vote. Vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Voilà, lui, il a proposé un vote secret, et chose que le président a refusé. Le président a voulu que ce soit un vote à main levée. Et pourquoi il a précisé le vote à secret? Tout simplement parce qu'en 2019, quand il a participé aux élections de la désignation du secrétaire général au niveau provincial contre Rabi Yamégo, allez-y. Il a gagné avec une voix impressionnante. Et après... Et ce vote-là était fait, ce vote était fait comment? Allô? Oui, ce vote était fait comment? Contre Rabi Ouedraogo. Le vote était comment? Il était secret à main levée. Et cette année, il conteste la main levée? Voilà, tout simplement parce que quand il a gagné, il a eu des difficultés à diriger le Kadiogo. Parce que les partisans de Rabi se sont dressés contre lui et contre ceux qui ont voté publiquement pour Nathanaël. Et quand il a vu ces limites-là, il s'est dit par principe et par conviction que plus jamais, lui, il ne va participer encore à une élection à main levée. D'accord. Pour le bien du parti. D'accord. Vraiment, et merci le pour cette... n'est pas passé, il a refusé donc de participer au primaire. Merci, monsieur Paré. Merci, monsieur Paré. Bon, on est un peu obligé de vous couper compte tenu du temps. Je voulais juste dire que dans les directives que, en tout cas, on a pu voir ici, les modalités de vote, mais les votes sont à main levée. Je pense que c'est un principe. Et puis bon, c'est un choix aussi de chacun de pouvoir le faire. Voilà. Alors, on est au thème de cette émission. Je voudrais donc vous dire merci de nous avoir suivis. On en a parlé, l'évolution des sociétés et des stratégies d'adaptation et de domination. Un livre écrit par Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, qui est même ici, donc vous l'avez donc à l'écran. C'est le livre, en tout cas, de Maître Kielem, qui est docteur en droit, avocat au barreau de Burkina Faso, enseignant-chercheur, directeur du Centre de recherche international des stratégies et président du mouvement fédéraliste africain. Merci, Maître, pour cette production intellectuelle. C'est également la géostratégie
qu'on découvre à l'intérieur. Merci bien. On est donc au thème de cette émission. J'étais avec donc Maître Kilem Apollinaire Tambela. Il est donc président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être passé. Également avocat inscrit au barreau. Merci d'être passé. André Eugène Ilwudo, directeur de la radio des écoles. Faustin Évariste Constebo est président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et chroniqueur média. Merci d'être passé. Et puis enfin, dernier invité, Serge Oulon Atiana, journaliste. Il est donc directeur de publication de l'événement et également essayiste, qui a écrit sur le terrorisme. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.